Maintenant, je vais vous parler d'une autre intelligence. On peut aller maintenant. Vous connaissez l'intelligence collective? Oui? Alors, voici le développement d'intelligence. C'est représenté de la même façon. C'est l'autonomie, la liberté d'action. Donc, c'est le pouvoir. Confiance et engagement, c'est le vouloir. Et objet, application de l'intelligence collective, contexte. Ça sert à quoi, l'intelligence collective? Non, pas vivre en société. À réussir dans une société. À réussir, pas à vivre, mais à réussir. C'est-à-dire que je crois que je dois avoir... alors pour l'intelligence, j'ai le 15 aussi, donc la suivante. Alors, voilà, on va travailler un peu. Alors, les images que j'ai ici, c'est d'un artiste que son nom ne l'indique pas. Il s'appelle Rob Gonsalves. C'est un Canadien. Voilà, comme ça. Je parle d'intelligence collective. Alors, on va éteindre la lumière pour ce petit travail. Je sors de l'ombre, mais c'est pas grave. Regarde, c'est cet écran, c'est celui-ci, pour réallumer tout à l'heure. Je voudrais que vous regardiez ces images. On va pas parler tous en même temps, c'est pas... Sinon, on ne se comprend pas. Je voudrais que simplement des volontaires. Comment vous interprétez, quelle interprétation vous donnez à l'intelligence collective dans cette image? Alors, vas-y. Le travail ensemble. Oui, mais il me faut une phrase beaucoup plus longue que ça. Parce que sinon, vous voyez, les réponses courtes ne sont pas toujours les meilleures. On pense, mais ça ne donne pas la satisfaction de la compréhension. Alors, on est d'accord, oui, mais quoi d'autre? Regardez l'image. Laissez votre cerveau ouvrir plus de fenêtres pour le cerveau là-dessus. L'unité pour la construction. Comment? L'unité pour la construction, ok. Quoi d'autre? C'est un peu le puzzle de la vie. Le puzzle de la vie, oui, mais sont trop courtes vos phrases. C'est pas mieux en tout cas en construction de phrases. Je vais vous donner celle-là. D'accord? C'est pas une réponse unique. Je vais vous donner la mienne en analysant cette phrase. J'ai le visage du garçon qui est seul dans l'appartement. Franchement, il n'a pas une tête heureuse. C'est-à-dire que vivre seul, dans une chambre et construire un puzzle, c'est pas forcément la vie idéale. Par contre, ce puzzle se transforme en une construction plus grande que être dans sa chambre enfermée, mais un travail d'équipe. Et en travail d'équipe, on peut construire quelque chose de plus grand. Vous comprenez? Vous voyez un peu? Le voici, il construit son puzzle tout seul, elle reçoit. Mais là, vous voyez, si on regarde le travail en équipe, on n'est plus en train de construire le puzzle dans une chambre fermée, mais on est en train de construire quelque chose pour le monde. On est en train de construire quelque chose dans la vie. Donc le travail en équipe est préférable dans l'intelligence collective qu'être fermé tout seul à construire juste son puzzle. Voilà. Est-ce que cette interprétation en est qu'une? Vous pourriez, bien sûr, c'est ça qui est intéressant avec le cerveau, c'est que vous pourriez continuer à réfléchir et à sortir et être un peu philosophe aussi. Quelque part, philosopher, n'hésitez pas à le faire parce qu'il y a quelque chose à... Alors, on va voir une autre image. Est-ce que vous pouvez? C'est toujours le même artiste. Est-ce que vous pouvez, maintenant que je vous ai donné un exemple, en regardant l'image, et peut-être une ou deux personnes se lever et me dire, voilà, cette image, elle veut dire... Alors, c'est toujours l'intelligence collective. Oui, mais vous voyez, ma phrase était quand même assez plus longue que ça. En fait, c'est raconter une histoire. C'est pas en 10 000 mots, mais quand même un petit peu raconter une histoire. Bâtir des ponts, tous ensemble, bâtir des ponts, pouvoir emmener, pouvoir transporter. Continue, tu y es. De toute façon, c'est ça l'image. Tous ensemble, être tous ensemble pour bâtir des ponts, pouvoir faire voyager les autres, faire
transporter les autres. Intéressant, oui. Mais ça commence à être intéressant. On peut peut-être prendre la suite. N'hésitez pas à éventuellement vous servir d'idée de l'autre et dire si, non, moi je verrais plutôt comme ça, ou alors suivre la même idée. Alors, Moi, je dirais quand même au-delà de bâtir le pont, puisqu'au fond, ce sont des piliers, on va empêcher le train de, je veux dire, donc de plus alors que de passer, on sauve aussi des vies. là, voilà. D'accord. Le train arrive vite. Hein. Quoi d'autre encore? Oui, mais c'est toujours des phrases très résumées tout ça. Hein. Essayez de construire ce que vous avez dit, mais ajoutez cet élément. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une piste de cirque, une scène, un chapiteau. Tout en travaillant ensemble, tout en construisant un système d'évolution, transport, mais aussi en étant, on peut avoir cette idée que le train va arriver et que les gens doivent vite aider pour sauver des vies, tout ça, mais il ne faut pas que tout ça soit une corvée. La vie doit être aussi un amusement aussi. La vie est un grand lieu de jeu. On va à l'école, je ne sais pas si vous êtes arrivé, d'aller à l'école, pas forcément avec la motivation des études, mais aussi avec la motivation de la récréation, de retrouver les copains, de s'amuser, à cause des amis que vous alliez voir, non? Ça fait partie aussi, fait partie de ce qu'on peut imaginer. Alors laissez-moi vous dire 2 ou 3 choses sur ça. Est-ce qu'on peut allumer pour moi? Merci, c'est gentil. Alors, pour la mémoire, pour l'intelligence collective, il faudrait que on comprenne que son développement implique 3 conditions. Pas d'intelligence, écoutez-moi bien s'il vous plaît, pas d'intelligence collective sans liberté d'action et sans autonomie. D'accord? Pas d'intelligence collective sans liberté d'action et sans autonomie. Ça veut dire que on est dans une équipe, on est dans un groupe, mais on ne perd pas son identité. Son identité est un plus. Le but n'est pas de fondre, mais d'apporter. Regardez l'image. C'est l'image du fond. On a disparu des personnes, l'image en première scène, les gens sont là. Ils sont nécessaires. Ça, c'est la règle 1. Pour qu'une intelligence collective fonctionne, si on met ces 3 éléments ici, je peux vous assurer, on peut changer le monde. 3e règle, pas d'intelligence collective sans confiance et engagement. Confiance et engagement. Sans ça, pas d'intelligence collective. 3e, pas d'intelligence collective sans objet d'application de l'intelligence collective, c'est-à-dire le but à atteindre. Je vous laisse réfléchir 30 secondes. Alors, à quoi sert l'intelligence collective? Eh bien, c'est le travail en équipe, en association, en entreprise, l'école, l'église, la ville, la nation. Imaginez avec moi un moment, nous sommes ici dans cette salle, on est un groupe. Pour l'instant, on n'est pas une intelligence collective. Pour qu'on soit une intelligence collective, il faudrait d'abord, vous voyez, et là, je vous ai donné les 3, on va prendre à l'envers. Il faudrait qu'on se mette d'accord pour un but commun. Un but noble, mais voilà. Donc là, première règle de l'intelligence collective, on est d'accord sur un but commun. Bon, c'est bien, on est bien parti. Il faudrait que chacun joue son rôle. Donc ça veut dire qu'il faudrait que si vous vous engagez, vous vous engagez. Est-ce qu'il n'y a pas pire dans un collectif, dans un groupe, que ce soit une église, que ce soit une association, que ce soit même la patrie, nation, la ville, c'est quand les gens font défaut. On compte sur eux et ils ne sont plus là. Ils sont démissionnaires, ils abandonnent leur poste, ils se divisent, ils se querellent. C'est drôle, mais ça nous parle, ces genres de choses.
Pourquoi, d'après vous, les groupes, beaucoup de groupes n'avancent pas? Parce que je vais parler comme pasteur d'église, comme ça je vais être autocritique sur ça. L'église a tous les éléments qu'il faut pour... Voilà, il n'y a pas de mots à dire. Et qu'est-ce qui fait qu'une église ne se développe pas? Alors, le diable a bon dos. Effectivement, c'est facile de lui jeter tout sur le dos. Les uns et les autres ont bon dos aussi. Il faut tout jeter sur la faute des autres. Mais en fait, si on pratique l'intelligence collective, personne n'abandonne le bateau, personne ne quitte son poste. Pourquoi? Parce que tout le monde est important. Et c'est là que ça devient important. C'est que pourquoi tout le monde est important? Parce que chacun a une intelligence avec quelque chose à apporter. Rappelez-vous maintenant que l'intelligence collective avec l'intelligence multiple, plus vous avez de gens qui ont une intelligence différente, une façon de voir différente, plus ce groupe devrait grandir. Étrangement, c'est l'inverse que ça se passe. À cause de nos différences, nous divisons. Parce que, tout simplement, nous ne savons pas être gestionnaires de notre intelligence. C'est là où les codes de l'intelligence vont jouer un rôle. Je présenterai tout à l'heure, celui qui a présenté les codes de l'intelligence, qui est le théoricien de cela, est parti de ce principe. Pourquoi dans le monde, il n'y a que quelques-uns qui réussissent et la plupart restent en bas de l'échelle? Et à partir de ce principe-là, eh bien, est développée cette idée que, justement, il n'y a personne encore qui a écrit ou qui a proposé une école d'éducation de l'intelligence, dans laquelle le but, c'est de faire confiance à nous en tant qu'êtres humains, aux capacités qui sont en nous, qui nous sont naturelles, qui nous ont été données, et que ces capacités-là, elles sont utiles. Et quand nous sommes en groupe, vous imaginez, si vous valez puissance 10, et que vous êtes 10, ces puissances sont. Des fois, le problème, c'est que ces puissances 10 fois 10. Et donc, tout le monde est roi dans son royaume. Et c'est là où il y a... Pourquoi? Je ne pourrais pas vous l'expliquer en quelques mots, c'est trop compliqué. Je dois vous expliquer ça dans la longueur. Il y a une gestion à faire de notre intelligence. En fait, c'est guérir. Alors, si nous souffrons de dépression ou d'autres problèmes psychologiques, certains sont guérissables simplement en rééduquant son intelligence. D'autres, selon des concepts assez graves, auront besoin d'un soutien d'ailleurs. Mais de toute façon, il y a quelque chose à faire dans l'humanité, il y a quelque chose à saisir dans ce domaine-là, mais il faudrait qu'on aille plus loin dans cette idée-là. Alors, quelle est la prochaine image? Voilà. Je voudrais que vous lisiez ça. Ça, c'est Aristote. C'est toujours... Je vais le lire, je vais placer derrière, et je vais le lire pour vous, à voix haute. Pardon, je vais passer juste là, comme ça je lirai. Alors, pour Aristote, c'est marqué, il a dit, il y a une amitié entre deux personnes ou entre les membres d'une société, quand ceux-ci se reconnaissent un bien commun et le poursuivent dans leur action collective et leur discussion sur ces actions collectives. Reconnaître un bien commun à soi et un autre aux autres, membres de la société, est une manière de s'affirmer en se niant. Se nier en ne poursuivant plus seulement son bien propre, mais s'affirmer comme non nuisible aux autres et capable de faire des choses avec eux. C'est beau, c'est philosophe, c'est Aristote. J'ai presque envie de vous dire, applaudissez Aristote. Il a dit ça quand? Il y a pas mal de temps. L'image est parlante. Ce qu'il nous faut des images, c'est des gens qui sont assemblés et qui sont devenus
une ampoule, symbole dans les dessins animés de l'intelligence. C'est bien. Aristote, vous pouvez l'emporter plus qu'Aristote avec vous. Maintenant, je vais vous montrer un autre texte qui va dire la même chose avec un autre langage, et les chrétiens me diront ce qu'ils en pensent aussi. C'est l'idée que Paul fait de l'Église. Car comme le corps est un, il y a plusieurs membres. Et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Je viens de vous donner tout simplement la même description qu'Aristote, mais aussi de ce que j'ai expliqué par rapport à l'intelligence collective. C'est-à-dire que on a l'idée au départ, beaucoup de gens avec l'idée d'appartenir à une église, d'appartenir à, on va utiliser des termes que ce soit à une religion, c'est que je vais disparaître mon intelligence. Ma personnalité va disparaître. Je ne sais pas quoi qui va disparaître parce qu'il faut que le bien commun. Alors qu'en fait, le défi, depuis toujours, c'est que l'Église, la société, elle se construit sur cette idée que, et j'aime l'expression qu'il donne ici, parce que franchement, entre juifs et grecs, normalement l'un ne pouvait pas visiter la maison de l'autre, ou recevoir à la maison. Mais c'est un défi de dépassement, parce qu'il y a une cause plus importante. Et puis, l'esclave aussi. Qu'est-ce que l'esclave vient faire là-dedans? Mais, ou qu'il soit libre, mais qu'est-ce qui unifie tous ces gens-là? L'esprit. Alors, vous dites déjà, tu places l'esprit là, vous allez comprendre, on va revenir là-dessus après. Et la conclusion, c'est que le corps n'est pas d'un seul membre, mais au contraire, formé de plusieurs membres. Donc ça veut dire que chaque membre... Alors, dans ce chapitre, l'apôtre Paul dira un peu plus loin, je n'ai pas voulu mettre tout le texte, parce qu'en fait, qu'est-ce que l'apôtre Paul compare? Le corps humain et le fonctionnement du corps humain en disant, ben oui, tu es où toi? Regardez, bon, puisque vous ne pouvez pas vous regarder, regardez-moi. Hein? Le meilleur, selon ce qu'on pense, est là. Plus important. Les 500, c'est pas les 5, pardon. Les 400. Voilà. Et, ok. Et vous voyez, ça nous fait penser à cette intelligence limitée qu'on développe très souvent. C'est-à-dire que l'important, finalement, c'est que celui qui sait, etc. Alors, qu'en fait, coupe les pieds. Il n'est plus le même. Hein? Coupe un doigt de la main, il n'est plus le même. C'est cette image qu'il donne. Donc, chaque membre, quel que soit son positionnement dans ce corps, dans cette intelligence collective, doit être considéré avec la même importance, la même valeur, parce qu'il a une valeur sûre, nécessaire à cette intelligence collective. On peut aller plus loin. Alors, voici ce que nous connaissons. Le fameux... D'accord. C'est bien ça, non? Je voudrais simplement vous dire que le QI, on a parlé tout à l'heure, donc c'est généralement ce qui est le plus connu. Donc là-dessus, par rapport juste aux 3 types d'intelligence, une est très connue, c'est le quotient intellectuel ou cognitif. Qu'est-ce que c'est? C'est l'intelligence cognitive, c'est-à-dire il s'agit de penser. Le QI, c'est penser, 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 penser. Et pendant longtemps, Descartes a dit je pense donc tu suis. Je pense donc je suis. Je pense donc tu suis. D'accord. Cet été, en lisant Descartes et en remplissant la tête de Freud, de Descartes, de Hegel et d'autres, j'ai vu combien la spiritualité est présente dans leur philosophie. Ce que j'ai remarqué, et je voudrais ouvrir une petite parenthèse ici, c'est que l'évolution de la société
spirituel, théologique du XXe siècle a apporté quelque chose qui a changé le monde. Quand il y a eu la réforme protestante sous Luther, vous savez qu'on va commémorer l'année prochaine les 500 ans, je crois, c'est ça, 500 ans de Luther. Pour beaucoup de gens, c'est peut-être une des plus grandes révolutions du millénaire, des 1000 dernières années, si vous préférez. Pourquoi? Parce que le peuple, parce qu'en même temps que Luther reposait la question de la religiosité vécue comme elle était vécue, il ouvrait l'espace au débat et à une autre compréhension de la foi, ce qui a donné la réforme protestante. Et il y a eu un élément qui est venu s'ajouter, c'est l'imprimerie. Et avec la réforme protestante, la première chose qui a été faite aux gens, ça a été, les premiers livres qui ont été imprimés, ça a été la Bible, les textes de la Bible. On a commencé à dire aux gens, il faut lire la Bible, quoi. Il faut l'apprendre, il faut la lire. Arrêtez de croire tout ce qu'on vous dit, mais lisez, vérifiez. Vous allez voir qu'il y a un abîme énorme entre ce que je crois de la foi et ce que Dieu a vraiment dit sur la foi. Quand les gens découvrent que des fois ce qu'ils croient en termes religieux, en termes de piété, ce qu'ils croient et ce que vraiment Dieu veut qu'ils croient, ils sont dans un abîme et ne savent pas comment sortir tellement. Pourquoi? Parce que l'intelligence pour la religion a été pendant trop de temps et encore aujourd'hui bridée à un concept, c'est écoute, cherche pas à comprendre, obéis. Donc ça, c'est un problème. Et la religion aujourd'hui porte ce fardeau sur elle. Parce que du coup, beaucoup de gens rejettent par traumatisme, rejettent par différentes raisons de se dire, parce que aller tous les dimanches à l'église, mais c'est pas très intelligent ça. Il y a un concept qui s'est créé, et les philosophes ont participé à cela pendant des siècles pour différentes raisons. D'abord, les philosophes. Donc, je peux les critiquer sur des domaines, mais je peux aussi comprendre et me servir de ce qu'ils disent. C'est intéressant. Ce furent les hommes, les femmes, qui ont commencé à penser différemment. Et puis, ils étaient révoltés aussi. Beaucoup d'entre eux étaient croyants, mais étaient en révolte. Donc, cette révolte de la religion qu'ils connaissaient et du concept de la foi qu'ils connaissaient, eh bien, il a fuyé à un point que toutes les réflexions, eh bien, c'était contre le spirituel. D'autres, par exemple, au contraire, se laissaient, ne perdaient pas la foi, mais comprenaient différemment. Alors, prenons le cas de Descartes. Descartes était un chrétien, mais il a réfléchi. C'est le père de la philosophie moderne. Il a réfléchi, et puis il est arrivé à son fameux cogito, c'est-à-dire je suis. Mais quelle est l'idée? Il se trouve intéressant parce qu'il essaye à sa manière de démontrer que Dieu existe. En disant tout simplement à peu près ceci. Dans l'étude de notre personnalité, effectivement, il y a en nous des choses innées. On est avec ça. Et parmi les choses qui est innée chez nous, c'est quoi? C'est la pensée de l'éternité. La Bible parle de ça d'ailleurs aussi. Mais je veux dire qu'on imagine, on croit, on est croyant par naissance. En naissance, vous savez que toute personne naît avec une croyance de quelque chose. C'est pour ça d'ailleurs que depuis l'histoire de l'humanité, les croyances diverses ont toujours existé parce qu'on est croyant. D'ailleurs, être athée, ça n'existe pas. Parce que être athée, on a vu dans les écoles de théologie, ça veut dire que pour que moi je déclare que je suis athée, il faut que j'ai la connaissance universelle de tout et parfaite. Et à ce moment-là, je peux prouver que Dieu n'existe pas, donc je justifie que je suis athée. Donc quand les gens disent « je suis athée », la première question que j'ai envie de leur dire, donc tu connais l'univers dans toute sa totalité, toutes les questions de l'univers, tout, et tu peux démontrer que Dieu n'existe pas. Ce qu'aucun être humain ne peut le faire. Donc vous voyez le problème d'être athée, ça veut dire que finalement, être athée, c'est quoi? C'est pas de ne pas croire en Dieu ou prouver qu'il n'existe pas, mais c'est devenu un concept dans lequel on a rejeté la religion parce qu'on avait
mal comprises parce qu'on avait mal vécu. Et du coup, ben, Dieu n'a pas sa place, la religion. On va cristalliser tout ça de différentes manières par rapport aux différentes personnes. Je reviens à Descartes, je ne le laisse pas perdu dans ses pensées. Donc lui, il dit, comment est-ce que moi, être humain, avec ma pensée, je peux avoir la pensée du parfait? Il est impossible que l'imparfait puisse avoir des pensées parfaites. Donc, l'interprétation de Descartes, ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose de parfait qui a mis quelque chose en moi pour que j'ai la pensée de parfait. Et ce quelque chose de parfait ne peut à ce moment-là être que Dieu. C'est son développement du cogito, de différentes façons de montrer qu'il est impossible que j'ai une pensée si je suis imparfait, logiquement. Ou alors, il continue encore à dire, ou alors, si je suis parfait, comment puis-je continuer à vivre de façon imparfaite? Donc je ne suis pas parfait. Enfin voilà, c'est de la philosophie, mais c'est intéressant. Ça reste à se dire que tiens, il y a quelque chose à comprendre là-dessus, il y a une intelligence, mais ce que je veux souligner ici, surtout ce qui m'intéresse en vous disant cela, ça veut dire quoi? Que nous avons l'intelligence cognitive ou intellectuelle. Le placement du cerveau n'est pas important sur le dessin, hein, je préfère vous le dire. C'est mieux de vous le dire de suite. On peut voir l'image suivante. Voici une image pour réfléchir en intelligence intellectuelle. Comment vous interprétez ça? Alors, en un mot, quel est le mot quand vous voyez ça? Ça parle de quoi? D'accord? Mais un autre mot qui commence par E. Escalier, euro. Non. Plus. Non. Et. Économie. C'est l'économie. Mais maintenant, regardez l'image qui est là. Si vous réfléchissez dessous, on parle en intellect. Comment vous interprétez cela? Chacun essaye de tirer son effort. J'ai l'impression qu'ils sont en train de travailler ensemble, non? Ils sont en train de travailler ensemble, je confirme. D'ailleurs, c'est peut-être même le même personnage, peut-être pas. Il a l'air un peu plus vieux. Mais ils sont en train de construire quelque chose, la preuve, le dessin le démontre. Mais ce dessin, il est choquant par quelque chose. Ça demande de l'effort. Ça demande des efforts, ok? Effectivement, pour s'enrichir, etc., il faut des efforts. On est d'accord. Quoi d'autre? Structure Il y a un instable. équilibre. Alors, ça, c'est une facette. L'économie, elle est instable. Mais, C'est l'économie pour l'économie. Il y a une disproportion entre la pièce et l'homme. il y a une disproportion de la pièce et l'homme. Effectivement, on peut aussi imaginer quelque chose là-dessus. Mais il y a quelque chose de plus choquant. Pensez ça. Oui, on voit quoi faire. Il y en a de moins en moins. On voit moins en moins. Plus ça monte, moins il y a de quoi faire. Vous avez ici une notion aussi de tricherie. Ce qu'il y a beaucoup dans notre économie aujourd'hui. En fait, ici, il y a plus, ici, mais on a l'impression que c'est là qu'il y a plus. Parce qu'il y a ça qui triche. Si on imagine, on imagine que les gens ne vont pas voir ce qui est derrière le rideau, on va voir que ce qui est apparent. Donc, vous voyez, ça veut dire que dans le domaine de l'économie, parce qu'il y a l'intelligence économique, on est d'accord? L'intelligence économique du monde que nous vivons aujourd'hui est une intelligence aussi d'injustice, de leurre quelque part. On pense que finalement, le plus riche est là, alors que le plus riche, il est là. De différentes façons, mais voilà, on peut réfléchir, mais c'est aussi quelque chose qui est, on juge parce que visible, parce qu'on peut toucher. Tout ça, c'est lié à cette intelligence qui est notre intelligence scientifique. La suivante, on va ajouter la nouvelle intelligence qui est le coefficient émotionnel. Juste pour vous dire que le coefficient émotionnel, il s'agit de parler de ce que l'on sent, de sentir. Vous savez que c'est Daniel Goleman, en 1995, c'est un psychologue, c'est un
un psychologue américain qui est né à Stockholm, diplômé de Harvard, docteur en psychologie, clinique, développement de la personne, etc., qui a rendu l'intelligence émotionnelle connue du grand public des études. Donc depuis 1995 seulement. Mais l'intelligence, de plus en plus aujourd'hui, nous découvrons qu'effectivement, on a pendant trop longtemps considéré que nos émotions étaient une faiblesse. Parce que c'est dans nos émotions que nous basculons très souvent. Dans le code d'éducation de l'intelligence, un des codes, c'est d'apprendre justement à être gestionnaire de ses émotions. Celui qui sait gérer ses émotions, waouh! Parce que nos émotions, on va découvrir sur un aspect, elles nous amènent vers des eaux très élevées, des lieux très élevés, comme des profondeurs très grandes aussi. Petite analyse d'image. L'image. Ah oui, c'est juste pour vous expliquer l'intelligence émotionnelle, c'est donc le bien-être, fonction émotionnelle sociale, perception de soi, gestion du stress, prise de décision, relations humaines, expression individuelle. Je n'ai pas oublié que tout à l'heure, dans l'intelligence multiple, je vous ai volontairement pas dit deux. L'intelligence intra et l'intelligence inter. L'intelligence interpersonnelle, c'est celle que je dois en fait gérer de moi-même, c'est-à-dire mes émotions. Inter. Je ne dis pas de bêtises, je préfère confirmer. Inter permet de comprendre les personnes. Non, inter, c'est intra. Intra, c'est l'intérieur, mes émotions. Ça veut dire que j'apprends à me connaître moi-même. Est-ce que vous vous connaissez vraiment? C'est aussi l'introspection. Est-ce que vous vous connaissez? Est-ce que vous savez de quoi vous êtes capable? Dans le bon comme dans le mauvais. C'est important. Combien de gens sont en prison aujourd'hui parce qu'ils ne se connaissaient pas et à un moment donné, ils ont perdu, ils ont basculé sur quelque chose et ça a été catastrophique. L'interpersonnel, c'est l'intelligence toujours liée à l'intelligence émotionnelle qui gère les relations entre personnes. Vous savez, si je suis émotionnellement malade de différentes façons, je vais être quelqu'un qui va avoir difficilement de bonnes relations avec les gens. Donc, l'intelligence émotionnelle ou interpersonnelle est très basse. Donc, je dois, dans mon éducation, l'améliorer parce que je vis dans un monde de monde et que je ne peux pas m'isoler. Donc, c'est quelque chose qui fait partie, qui vient s'intégrer dedans. L'image suivante, je vais essayer d'accélérer. En simplifiant, intelligence émotionnelle, percevoir les émotions, comprendre les émotions, gérer les émotions, utiliser les émotions. D'accord? Maintenant, on va pouvoir voir l'image. Cette image. On peut éteindre? Est-ce que cette image vous gère une émotion? Alors, je voudrais que vous cherchiez dans vos émotions l'interprétation de cette image. Je voudrais que vous ne parliez pas tous en même temps, mais je voudrais qu'un ou deux seulement me donnent l'interprétation qu'elles voient de cette image en se servant de l'intelligence émotionnelle. Alors, Myriam. Alors moi, ça me fait penser à un couple qui ne va pas dans la même direction. Oui. Et c'est l'enfant qui empathie. Ok. Alors ça, on est d'accord, effectivement. Est-ce que tu veux aller plus loin dans ta réflexion ou pas? Ben, autour, je trouve que c'est triste parce que c'est très nuageux, très gris. D'accord. Est-ce que quelqu'un veut prendre le relais de cette pensée en allant plus loin ou proposer une autre? Qu'est-ce que tu veux? Il y en a un. Non, qu'est-ce que tu veux? Proposer une suite ou une autre? Une suite, alors poursuis. Il y en a un qui est au-dessus et il y en a un qui est moyen. D'accord. Alors, Alors, moi, je veux autre chose. d'accord. Pour moi, par contre, cette personne, c'est comme si elle rejoignait, c'est comme si elle avait la force de cet homme qui est en dessous,
qui la pousse à aller vers cet homme, je sais pas, peut-être par de l'enfant, son mari, et c'est avec à la pensée de cet homme qu'elle avance. D'accord. Comme si cet homme aidait à avancer. D'accord. Oui, Moi, je vois autre chose. Au-delà de l'arabe, Vous pensez comme ça? Je vois autre Tout chose. à l'heure, tu demandes la parole, vas-y. Moi, ce que je vois, c'est que c'est la femme qui traîne son enfant en bas. Je vois pas l'enfant. L'homme, il a pas le gosse. Oui. D'accord. Jean-Claude? Non, mais c'est un peu lié. Attendez, écoutez-vous, s'il vous plaît. Le gosse devrait être de devant, parce que là, il a un peu abandonné ce gosse. Hein. D'accord. C'est intéressant comme observation. Il y a une demande ici. C'est la mère qui mène là-bas. On parle de la mère RE. Le père, il n'existe pas. Le père n'existe pas. Mais juste dans l'imaginaire de l'enfant, Il est en dessous, en dessous des cheveux. elle pense à l'enfant. Écoutez-vous, s'il vous plaît, parce que si vous n'écoutez pas, l'idée qui a été exposée ne sera pas profitée. Ok, tout ça c'est intéressant. Est-ce qu'il y a un seul mot, que vous pourriez résumer cette image maintenant? En un seul mot. Alors, à contresens, voir pour le mot. Je vois un mot sans autre chose. Il y a à et contresens. Et contre et sens encore en plus. Bon, même si. Solitude. Divorce. Divorce. Inconfiance. Alors, je m'arrête un moment. Moi, j'ai regardé, j'ai vu l'image de ce que c'est un divorce. C'est-à-dire que l'enfant est le premier à en pâtir d'un divorce. Et quand il y a divorce, c'est parce que le père et la mère ne rament pas dans la même direction. Et ça crée un divorce. Alors, ça, c'est une image. On a l'impression de fuite. Quand on regarde, il a pris son petit ourson, il n'y a rien d'autre. Il y a une fuite, il y a seul, dans un lieu très solitaire. Bon, c'est mon imaginaire qui va un peu plus loin. Quelqu'un m'a parlé aussi, j'ai posé ça à quelqu'un, il m'a dit la mort. Le père est mort. Aussi. Il est en dessous. Et quelque part, il a laissé quelque chose qui contribue. Donc, vous avez les deux options. Par contre, si je prenais, ce que je ne peux pas faire malheureusement, cette image et que je l'inversais, je verrais que le monsieur n'est pas sous l'eau, mais en l'air. Parce que c'est l'art de cet artiste-là, c'est d'inverser les images, de donner une image, sauf pour l'image du bateau où ce ne serait pas possible. Elle serait un peu faussée. Mais, voilà. Le but, c'était de voilà, au travers, quand vous avez fait ça, je ne peux pas filmer votre cerveau. Mais ça, il y a des fenêtres qui sont allées. On va avancer. Parce que j'ai pris du retard. On va voir une autre image. On va voir une autre image. Oui, il y a le reflet. Alors, on va s'arrêter dans 5 minutes pour la première pause. Mais voici la troisième intelligence. Qu'est-ce que c'est d'après vous le QS? Le coefficient spirituel. Alors, je vous rassure, c'est pas une invention pastorale. C'est pas une invention caution. C'est pas une invention, en fait, pastorale ou religieuse. Non. Si je vous remettais plus de 10 philosophes célèbres, je peux vous ajouter Voltaire dans le bain. Et je parlais de Descartes, je parlais de d'autres. Il y a toujours la notion de spirituel, sauf qu'ils ne savent pas, à leur époque, avec les moyens qu'ils ont, interpréter le spirituel, ce que nous, aujourd'hui, nous sommes capables de le faire. Et c'est ce que je vais vous montrer au travers, tout simplement, en me servant simplement des livres sur les sujets spirituels. Parce que l'intelligence spirituelle, il y a une dimension à comprendre. Et si on la comprend, le but c'est gérer ça en même temps, avec un système d'éducation d'intelligence, et je ne saurais même pas vous dire, parce que ce serait vous mettre vous à ma place, et ce n'est pas possible, où vous pourriez aller,
où vous pourrez sortir des échecs, sortir du puits d'années de votre vie ou d'autres personnes, sortir même de problèmes psychiques liés, tout simplement parce que les trois éléments séparés ou enlevés nous privent de quelque chose. Le problème de Descartes, par exemple. Descartes parlait beaucoup de Dieu, mais il avait une compréhension limitée de l'homme, parce que c'était son époque, parce que ce qu'il avait comme moyen, parce que tous les philosophes et tous les psychologues ont besoin d'éléments. Il y a le côté réflexion, mais ça réfléchit avec des éléments. Or, Descartes voyait l'homme, et pas que lui, comme un double. Donc il disait par exemple que l'homme, il a eu une âme et le chien n'a qu'un corps. Donc c'est une machine, il appelait que le chien une machine. Alors pourquoi? Parce que lui, il voit. Alors que grâce à des idées que beaucoup de psychologues, beaucoup de psychiatres, en étudiant et en faisant un travail énorme et en laissant un héritage. Et puis, moi, mon domaine à moi, ce n'est ni la psychologie, ni la philosophie, ni la psychiatrie. Mais c'est d'abord le spirituel. Et dans ce spirituel, le livre des livres, il dit des choses que les gens ne connaissent pas, que les gens passent à côté, parce que d'abord, ils lisent, mais ne l'étudient pas. Pendant des siècles, ils ne l'ont pas lu. Donc, et puis, tout dépend dans quelle religion ou dans quelle foi vous êtes tombé. Si c'est une foi dans laquelle vous n'avez pas besoin de comprendre, vous avez simplement besoin d'obéir, donc vous n'allez pas vraiment comprendre grand-chose. Si par contre, vous devenez un chercheur, vous allez découvrir un livre qui parle de philosophie, de psychologie, d'histoire, de science, et qui aujourd'hui peut être passionnant parce que on découvre à peine. On va voir l'image suivante juste pour voir où est-ce qu'elle va aller vous emmener cette image. Ah oui, alors dommage, je relève, je viens de gâcher, j'ai dégagé mon prochain test, mais c'est pas grave. Je vais vous lire ce qu'une des personnes qui a étudié et a décrit l'intelligence spirituelle, elle a dit. C'est pas un pasteur, c'est pas quelqu'un, c'est une femme, elle s'appelle France Vauve, elle est docteure en psychologie, psychothérapeute. Voici comment elle synthétise à sa manière. Vous avez vu tout à l'heure, je parlais d'Aristote, maintenant je vais vous parler d'elle. Voilà ce qu'elle dit sur l'intelligence spirituelle, qui est vraiment très récente. Elle est de la fin du XXe siècle, vraiment là déjà le XXIe presque. Elle dit ceci: le concept d'intelligence spirituelle, tel qu'il est abordé dans la psychologie transpersonnelle, est très proche de celui de maturité spirituelle. C'est un terme que nous utilisons à volonté dans nos églises, en disant aux chrétiens, arrêtez d'être des enfants, grandissez dans la foi, ayez une identité. Et je ne vais pas vous donner mes noms, parce que je vais vous donner la pause, mais je dirais simplement qu'il existe une autre intelligence encore, et celle-ci en France, elle est pratiquement méconnue, mais vraiment, pourtant il y a 50 pays qui y œuvrent déjà, c'est l'intelligence multifocale. Combien ont déjà entendu parler d'intelligence multifocale? Jamais? Oui? Bon. Le concepteur de l'intelligence, je veux dire de la théorie, il n'est pas l'inventeur de l'intelligence, mais de la théorie du travail, c'est un certain médecin en psychiatrie et psychothérapeute, chercheur, écrivain, diplômé du centre médical de Marmottan à Paris dans le 17e. Si vous savez c'est quoi l'hôpital de Marmottan 17e, c'est l'hôpital qui s'occupe de la désintoxication et du nettoyage de l'organisme par les drogues et tout ça. Il s'appelle Augusto Curie. Ça n'invente pas Curie. Alors, il est brésilien d'origine. Alors, il s'est formé donc à Paris pour la partie. Il est même président d'honneur de l'Institut Genius à Porto, au Portugal. Je ne connais pas, mais peut-être les Portugais du nord du Portugal connaissent le Genius. Il a écrit une vingtaine de livres
une vingtaine de titres, 12 millions de ses livres sont vendus, ses livres sont publiés dans 50 pays, adoptés par plusieurs universités dans le monde. Il a une théorie, c'est de l'éducation et de la philosophie, et il a mis une nouvelle théorie qui est la logique de la pensée, le processus d'interprétation, du processus de formation des penseurs. C'est la théorie multifocale de l'intelligence. On va essayer d'en parler un bout ce soir à la fin, mais c'est la théorie de l'éducation. Je voudrais simplement vous donner le multifocal, oui. Simplement, vous tapez multifocal, si vous êtes bon en anglais, vous allez trouver ça forcément en portugais ou en anglais. En français, j'ai pas trouvé grand-chose, ou rien, on va dire, à moins de faire traduire Google, mais la traduction parfois est très... Mais laissez-moi vous dire simplement l'expérience d'Augusto Curie. J'ai lu quelques-uns de ses livres. C'était un athée, donc en philosophie, psychiatrie et compagnie, ok. Et il a écrit beaucoup de livres. Et c'est quelqu'un qui a voulu aller plus loin dans la réflexion, c'est-à-dire qu'il s'est permis dans son milieu de tout simplement de se dire pourquoi l'invention devait arrêter la réflexion, non, il voulait aller toujours plus loin, faire fonctionner son intelligence. Et c'est le seul que j'ai entendu dire qui a osé faire ça, jusqu'à maintenant. Hein. Il a décidé de psychanalyser Jésus-Christ, l'intelligence de Christ, d'après les écrits, forcément. Il n'était pas là, donc il n'a pas pu prendre Jésus, le mettre dans comme il fait avec ses patients, mais il l'a fait tout simplement. Alors il a psychanalysé Freud, il a psychanalysé, ça a été un de son travail, il a psychanalysé Freud, il a psychanalysé Confucius, il a psychanalysé Einstein et compagnie. Et dans le cadre de ses découvertes, de ses études de 25 ans de travail, il a découvert que chacun de ces personnages avait des top niveaux dans l'intelligence, dans les codes de l'intelligence, et des catastrophes dans d'autres. Par exemple, Einstein, il dit qu'Einstein était très intelligent dans les domaines que nous connaissons un peu, mais par contre, dans le domaine justement de l'intelligence émotionnelle, il était zéro. Il a abandonné un fils qui souffrait de psychiatrie. Donc, c'est quelqu'un qui abandonne son fils psychiatrie alors que lui, il est en train de gagner les prix Nobel et compagnie, eh bien, c'est la preuve que dans l'intelligence émotionnelle, il était nul. Vous voyez, donc, il en a fait comme ça. Il en a fait avec d'autres. Conclusion de ses recherches. Il en a écrit 5 livres. Analyse de l'intelligence de Christ. Personnellement, je l'ai lu et franchement, aujourd'hui, quand je lis un livre, c'est difficile quand je trouve un livre qui va me passionner, c'est pas que je sois intelligent hors norme, c'est pas ça. Mais disons que je m'intéresse aux choses spirituelles forcément. Et qu'est-ce qu'il a fait en fait? Il est daté, il se disait, etc. Il est devenu croyant. Simplement parce qu'il a psychanalysé l'intelligence de Christ et il a découvert qu'il y avait quelque chose en Christ qu'aucun homme sur la terre n'a jamais eu. Jamais eu. Je vous assure, je vous donnerai, ce sera aujourd'hui, je préfère vous dire tout de suite, je ne pourrai pas avoir le temps de le faire. Il fait des analyses de Jésus, par exemple, depuis le moment où il rentre à Jérusalem jusqu'à la croix, étape par étape, détail par détail, ce qu'un être humain normal aurait dû sentir face à telle situation, aurait dû faire ou faire. Et chaque fois, toutes les réactions, les paroles de Christ sont hors normes. Alors, il va chercher plus loin. Il continue à chercher plus loin et il finit par découvrir le message du salut qu'en fait, Christ était vraiment Dieu. Il n'y a pas d'autre explication à ça. Si Descartes avait fait la même analyse, mais il n'avait pas les mêmes éléments, je dis bien, la même analyse avec son idée du cogito Descartes, il avait pris Christ et il avait appliqué, il aurait trouvé le même résultat. C'est-à-dire qu'il avait un être parfait, le seul être parfait qui a déjà pu être. Et pourtant, il en a comparé, parce que je veux dire, dans sa recherche, il fallait vraiment qu'il a creusé pour comparer, pour chercher. Il en a trouvé des gens qui avaient comme Einstein et d'autres, mais chaque fois, il y avait une brèche, une faille dans l'armure. Chez Jésus-Christ, il en a trouvé zéro. Et il a compris pourquoi donc il a voulu mourir, pourquoi il a accepté de mourir, la raison de sa mort, les réactions de sa mort, pourquoi à ce moment il a dit ça et pas à autre chose, pourquoi il n'a pas dit ça, il a dit ça avant. C'est 5 livres, on va dire.
en 5 volumes. Et donc, il a développé, il a aidé, on va dire, par son travail, à développer la compréhension aussi de l'intelligence spirituelle. Ce qui veut dire que nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes composés, et ça, je dirai un peu plus tout à l'heure, nous ne sommes pas un, nous ne sommes pas double, nous sommes de nature tripartite. Plus tard, on expliquera le détail, c'est-à-dire qu'il y a un corps, il y a une âme, il y a un esprit, et il ne s'agit pas du Saint-Esprit, mais bien un esprit humain. Le Saint-Esprit est le 4e élément qui rentre dans des conditions particulières qu'on pourra voir. Mais déjà, je vous laisse juste avec ces pensées-là, et je vais faire une pause, parce que sinon je suis indiscipliné, je ne m'arrêterai pas, je suis lancé, donc je m'arrête là, et comme je vous ai promis, allez boire, allez manger quelque chose, et n'hésitez pas à discuter. Je contrôle les 30 minutes et je vous rappelle, si vous voulez prendre un peu l'air. Merci de votre écoute.